Bonjour mes amis, bienvenue à Causerie en aparté. Aujourd'hui nous sommes reçus chez Paul Munoz à Morsinx dans les Landes. Paul Munoz est praticien en énergétique chinoise. Il va nous expliquer sa pratique et nous expliquer comment il la vit. Merci de partager nos vidéos, merci de vous abonner, surtout d'aider notre projet et à faire avancer notre travail. A bientôt sur Causerie en aparté. Au revoir. Aujourd'hui nous recevons Paul Munoz à Morsinx dans les Landes. Bonjour Paul. Bonjour, Bienvenue. Alors Paul est praticien en énergétique chinoise. Il va nous expliquer donc sa pratique et son chemin pour arriver jusqu'à l'aboutissement où tu es aujourd'hui, parce que moi je te connais depuis bien longtemps. J'ai pu observer l'évolution dans ta recherche et dans ta pratique, et aussi le temps que tu passes régulièrement à t'entraîner pour augmenter tes capacités depuis tant d'années. Et puis aussi ton goût aussi pour la formation, parce que tu t'es énormément formé, tu formes aussi les autres. Oui. Et tu te remets tout le temps en question, tu travailles perpétuellement, donc tu es un gros bosseur au niveau du partage, d'ailleurs. C'est comme ça que je le dirais. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, s'il te plaît, Paul? Ah d'accord. Et du coup, je m'appelle Paul Munoz, 36 ans. Je suis né à Mont-de-Marsan, de parents espagnols. Donc, une famille très cartésienne, qui ne croyait pas aux énergies. Mais un jour, je suis parti vivre en Espagne, parce que j'avais une copine espagnole. Et on s'est séparés, et la perte des grands-parents, la perte du boulot. Donc du coup, un petit problème de dépression. Problème émotionnel qui t'a amené à une recherche intérieure. Exactement. Et du coup, moi qui ne croyais pas à la médecine chinoise ou à ces choses-là, un ostéopathe m'a dit « Paul, va voir un praticien de médecine chinoise ». Je suis bon, je vais aller, j'ai rien à perdre. Et après 2 ans de calvaire, en 3 semaines, je n'avais plus rien. Et là, je me suis posé la question, mais comment se fait-il que ce monsieur-là n'est pas médecin, mais il arrive à me traiter? Bon, du coup, je m'intéresse à ce cursus, j'étudie pendant 5 ans, mais je me dis, après 5 ans, je comprends rien à cette médecine chinoise. Et là, de fil en aiguille, lorsque j'étais en Chine, lors d'un stage, une fille me dit, va voir ce médecin, Niep Tran. Niep Tran, oui, c'est un sacré personnage que tu as rencontré. Exactement. Ouais, tu as vraiment eu beaucoup de chance de rencontrer cette personne. Ah oui, parce qu'il a un parcours de médecin traditionnel, il a un doctorat en médecine française, et puis après, il a un gros cursus au niveau des arts martiaux, du maniement du qi, et cette partie qui est assez cachée justement dans la médecine chinoise. On en parle beaucoup, mais on ne le voit pas, on ne le sent pas. C'est une personne qui n'a jamais écrit de livre, mais on a beaucoup écrit de choses sur lui, parce qu'il a été mort cliniquement pendant combien d'heures, tu m'avais dit? Oui, déclaré mort pendant 6 heures. 6 heures, ouais. C'est ça. Hein. C'est surtout que ses collègues les médecins font des réflexes rotuliens, rétiniens, il n'y a rien qui répond. Et lui, il se voyait mort en fait. Donc c'est une histoire, lui qui était quand même un petit peu cartésien sur ce côté-là, mais il voyait qu'il était une conscience, mais il voyait son corps. Et bon, bref, il est revenu, et en revenant de cette réanimation, plus ou moins, il a développé des capacités de perception qui ont été très difficiles, parce qu'au lieu de faire 3 ans dans un camp du régime, il a fait 10 ans à subir des tortures. Son copain, qui était soi-disant son copain, l'a dénoncé à ses geôliers. Donc au lieu de faire 3 ans, il a fait 10 ans à cause de lui. Sa copine, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Puis sa copine qui était là pour lui, en fait, elle trompait avec son meilleur copain. Et ces perceptions-là, en fait, il voyait les auras qui étaient noires. Donc lorsqu'il voyait la vérité en face, ça lui a fait très très mal. Donc il a appris à couper ce sens-là et à rester purement dans l'énergétique, plus que sur le côté, on va dire, spirituel, à percevoir les choses. Et quand j'ai rencontré ce monsieur-là, tout a changé pour moi en fait. Oui, parce qu'on ne va pas raconter toute son histoire, parce qu'elle est vraiment très épique, quand même, et très atypique en même temps. Mais toi, tu as eu un contact très proche, où il t'a transmis énormément de ses connaissances. Lorsque, dans ces 5 ans de médecine chinoise, je me suis remis en question, je pleurais dans ma chambre encore, et je vais demander, envoyez-moi un maître, mais sans y croire. Le lendemain, j'ai le téléphone qui sonne, on me dit voilà, je vais voir Niep Tran, est-ce que tu veux venir chez? Bon, je vais venir. Tu peux venir, c'est ta amie qui t'a emmené. Hein. Ah oui, mais complètement. Béatrice. C'est un très bon prénom, Béatrice. Ouais, tout à fait. Et Béatrice, du coup, qui m'a invité à voir Niep Tran, parce qu'elle le connaissait déjà. Et lorsque je l'ai vu, ça a matché direct.
Et du coup, il m'a fait sentir le Qi, il m'a fait découvrir ça. Donc on dit le Qigong, le Fakong, il y a d'autres une Alors, façon de l'intituler. il y a plusieurs prononciations, mais moi j'ai plutôt employé le mot Fagong. D'accord. En fait, le but, c'est de cultiver cette énergie interne, parce que l'homme est une antenne entre terre et ciel. Il est nourri par les énergies telluriques et cosmiques. Oui. Il faut voir une patate, une pomme de terre. Il y a de la terre et du soleil. L'être humain a des points d'acupuncture qui permettent de capter ces deux énergies et justement de pouvoir le cumuler, souvent, dans le hara, le dantian inférieur qu'on appelle, pour ensuite le restituer sur des personnes. Mais le vrai défi, ça va être d'être en bonne santé d'abord pour soi et de pouvoir donner après de l'énergie à des personnes qui ont besoin. Parce que si la personne est plus en vide d'énergie que nous, on a d'énergie, et du coup, c'est dangereux pour le thérapeute. Avant tout, pour moi, le Qigong va couvrir un vaste domaine, notamment d'abord le domaine de la santé, le domaine martial, le domaine médical et spirituel. Mais dans le Qigong le plus élevé, on voit l'homme comme un microcosme et l'univers comme un macrocosme. Et pour être en bonne santé, il faut s'adapter à la nature, à ce macrocosme. Donc le but, c'est de purifier nos corps, d'être autant l'esprit, autant notre énergie, autant le corps, pour être en harmonie avec le tout. Et si on est en harmonie, on est un homme accompli. Ce qu'on appelle Zheng, un homme véritable. D'accord. Voilà. Et du coup, ça transforme tout autour. Mais disons que si mon intérieur est calme, je peux répandre du calme. Si je suis agité intérieurement, je vais envoyer du stress aux gens. Donc si moi-même, je suis stressé avant de traiter une personne, je ne la traite pas. On empire même les choses. On empire les choses. Donc c'est pour ça qu'il y a une préparation sur 3 ans, où on apprend à se connaître, ce qui n'est pas facile. On passe par nos enfers pour après remonter. C'est comme si on coulait, mais après on remonte. Parce que quand on commence le Qigong, notamment le Qigong médical, on est soumis à tous nos traumatismes passés qui se réveillent. Donc si j'avais une hernie discale ou un traumatisme au niveau du genou, et je ne sentais pas, dès qu'on fait du Qigong, il y a tout qui va se remettre en lumière, et on va vouloir arrêter, parce qu'on se dit, mais j'ai encore plus mal qu'avant. Mais au bout d'un certain temps, ce processus s'inverse, et la douleur diminue, et ça se répare. Ce qui t'a influencé, c'est que tu regardais des vidéos sur YouTube où il y avait des maîtres Shaolin, des choses comme ça, qui avaient des pratiques qui t'ont aussi attiré ta curiosité, qui t'ont inspiré. Totalement, c'est vrai que je regardais un documentaire, ce monsieur s'appelait John Chang, enfin c'est un surnom. John Chang, oui. Ouais, c'était un guérisseur de Java. À Java, oui. Et du coup, c'était quelque chose qui m'inspirait parce qu'il traitait des gens avec des capacités électromagnétiques qui dépassaient le commun des mortels. C'était très spectaculaire, donc forcément en étant petit, on est impressionné. Et du coup, je suis parti à Java en 2017, rencontrer un de ses élèves pour vérifier si c'était vrai ou pas. Et j'ai pris la châtaigne de ma vie. Alors ça, c'est tout à fait Paul. C'est-à-dire que Paul, lui, il va voir quelque chose de manière théorique, il va l'expérimenter. Donc, il y a des gens qui vont l'expérimenter de loin ou par procuration. Non, toi, il faut que tu ailles jusqu'à Java, ou tu as été jusqu'à Bali aussi, tu as rencontré aussi tout un tas de... en Inde, etc. Tu voyages beaucoup. Oui, il ne faut pas croire, il faut vérifier, parce que c'est vrai que le thème énergétique, on a tendance vite à le mettre dans un thème sectaire aussi, donc il faut vraiment vérifier les choses pour voir si la personne est compétente à manipuler cette énergie, parce que c'est invisible, c'est comme l'amour, on ne le voit pas, pourtant on sait qu'il existe. Donc le but, c'est vraiment de matérialiser cette énergie sur des points d'acupuncture. Au lieu d'utiliser une aiguille, au lieu de faire un massage, on va utiliser plutôt les corps subtils de la personne pour travailler au final sur le corps physique. Tu peux travailler aussi sur les animaux, les plantes? Oui, complètement. Est-ce que tout le monde peut y arriver à ton potentiel, ou est-ce qu'il faut avoir un potentiel inné, ou est-ce que c'est comme la voix, tout le monde peut chanter et chacun a plus ou moins un potentiel important? Disons que chacun a sa propre nature, donc tout le monde ne va pas vers cette voie-là. Il faut déjà aimer ce qu'on fait, ça c'est la première des choses. C'est comme quelqu'un qui veut tenir une pizzeria mais qui n'aime pas faire des pizzas, ça ne va pas aller. Donc c'est vrai que dans cet art-là, parce que c'est vraiment un art, on apprend à se connaître d'abord par certaines postures. La posture va révéler tous nos blocages, on va sentir des douleurs sur le corps. Il y a un processus, on va dire, de destruction de l'ancien corps. En fait, tu reviens à ce que tu disais initialement, c'est-à-dire que toi, au départ, tu étais avec une pathologie, on t'a amené à aller te faire accompagner, et du coup, ça t'a ouvert un intérêt
à travailler l'énergétique pour pouvoir te soigner aussi en autonomie, pas qu'avec un intervenant. Oui, complètement. Et en étant mieux, on peut encore plus capter les énergies. Oui, c'est-à-dire et les distribuer aux autres, parce qu'on ne peut pas les distribuer avec qualité si on n'est pas bien à l'intérieur. C'est ça, en non, fait. il y a déjà un gros travail à faire sur soi. C'est Voilà. souvent. C'est en premier, ça, en fait. C'est en premier. Oui. D'abord, c'est soi. Si ma cruche est pleine, je peux donner de l'eau aux autres. Voilà. Si je donne de l'eau aux autres et que ma cruche commence à devenir vide, ben, du coup, je vais en pâtir. Oui. Donc, la première chose en Qigong, ce qu'on vise, c'est la santé. Et c'est pas une gymnastique douce comme on peut le croire. Il y a quand même un état de conscience à avoir lors de ces exercices, de calme profond, de respiration calme et douce, mais un état d'esprit aussi d'ouverture. Voilà. Et ça, on n'en parle pas trop. Souvent, on confond le Qigong avec des postures, mais on peut faire du Qigong en restant assis, en étant allongé, en allant marcher, ou bien en mouvement ou statique. Alors, comment tu fais du Qigong en étant statique? Mais tout simplement, on va se concentrer sur la perception, sur le ressenti. D'accord. Là où je mets mon attention, c'est là où va l'énergie. Voilà, un peu comme Planck Einstein qui disait là où mon esprit et mes émotions vont, l'énergie se trouve. Complètement. C'est-à-dire que par exemple, j'ai tapé mon doigt sur la table, je ressens des fourmillements, je me concentre sur le bout de mon doigt et là je sens ces fourmillements. Ça, on peut dire c'est une sensation de chi également. S'il n'y a pas de sensation, ça reste illusoire. On ne croit pas, il faut ressentir. D'accord, donc c'est une alliance entre le corps, l'âme et l'esprit. Tout à fait, on allie les trois. C'est ce qu'on vise. Ah oui. Voilà. Donc la posture va travailler l'aspect physique, ça va renforcer. Ensuite le souffle, la respiration calme et douce. Et l'état d'esprit va être ouvert. D'accord. Quelle est ta vision sur ton activité? Quelle est ta façon à toi, personnelle, de travailler avec l'énergie? Alors, dans mon métier, on reçoit tout type de personnes. Ça peut aller de l'émotionnel ou à des douleurs physiques. Ce qu'on fait, c'est réharmoniser l'énergie et le sang, le chi et le sang, et le yin et le yang. Tout est basé là-dessus. Donc, on va d'abord travailler des points d'acupuncture sans contact, rien qu'avec l'imposition des mains au niveau du bas-ventre. On va charger ce hara, ce qu'on appelle également le dantian inférieur en chinois et hara au Japon. Donc quand tu charges le hara de la personne, le tien est déjà à bloc? Complètement, oui. Des sessions précédentes où j'ai cultivé cette énergie, j'ai assez d'énergie pour remplir la personne. D'accord. Nous, le but, c'est de débloquer et charger. Mais si la personne vient et qu'elle ait vraiment envie d'énergie, on va quand même la remplir un minimum pour après refaire circuler. D'accord. Parce que les gens, ils sont tellement en vide qu'on ne peut rien faire, il n'y a aucun effet. Donc il faut déjà lui apprendre à se relâcher pour être réceptif. Parce que quelqu'un qui est trop agité avec son mental, il se coupe des énergies. Et c'est ce qui se passe dans cette société où on fait que réfléchir. On n'est pas dans l'instant présent, on est toujours dans le passé, on est toujours dans le futur, à se projeter que ça sera meilleur demain. Sauf qu'on n'oublie pas, on oublie cette chance d'être là, d'être présent. À la bonne heure, le bonheur. Exactement, exactement. Et donc, toi, ta vision, c'est quoi exactement, justement, dans la pratique de cette énergie du chi? C'est rebooster la personne et lui redonner un élan de vie, en fait, qu'elle se ressente mieux. On dit pas, nous, on ne traite pas de maladie, ça, ce sont les médecins, mais nous, tout ce qu'on fait, c'est on réharmonise la personne pour qu'elle se sente mieux, c'est un mieux-être. Donc, si les douleurs partent, s'il y a des choses qui se règlent, c'est uniquement grâce à son corps qui réagit aux énergies. Donc on booste l'homéostasie, on facilite la circulation d'énergie pour accélérer la réaction naturelle du corps, d'accélération de guérison, quelque part, parce que bon, la guérison elle se fait de manière autonome. Et on peut jouer après sur des plans émotionnels indirectement, mais sur les plans émotionnels, comment ça se passe? Eh bien, disons que l'énergie va aller là où il y a besoin, parce que les émotions, c'est de l'énergie. Et lorsque une émotion est bloquée, on appelle ça une exmotion, c'est un blocage. Donc on va sentir des douleurs, par exemple, si on passe le poing ici sur la poitrine, ça fait mal. C'est souvent une zone émotionnelle. Donc on va placer notre main et envoyer cette énergie-là pour refaire circuler. Donc après, on peut avoir des décharges végétatives, comme des bâillements, des pleurs, des rôs, et ainsi de suite. On va libérer la personne de cette charge émotionnelle. Mais il y en a qui sont plus ou moins réactifs, ça dépend de la quantité d'énergie.
plus j'ai d'énergie vitale, plus je peux affronter la vie. Plus j'ai une petite énergie vitale, et plus mes problèmes semblent beaucoup plus grands, beaucoup plus gros pour les affronter. Combien d'heures tu passes par jour à te canaliser, à te remplir d'énergie pour que ton hara soit rempli à bloc? Alors, c'est pas que le hara, c'est tout le corps qu'on travaille quand même. Le hara est qu'une partie des 3 trésors d'Antien inférieur. C'est la partie initiale pour l'ancrage, on va dire. C'est la base, ouais. Tout à fait. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce hara, c'est 90% de notre énergie vitale dans le corps. Combien tu as dit? 90%. 90. C'est pour ça que les Japonais faisaient le harakiri lorsqu'ils faisaient, pour se suicider par exemple, pour laver leur honneur, ou un seppuku. Ils plantaient le couteau dedans et ils coupaient pour se faire sortir cette énergie vitale en fait. Donc ce hara, dans la médecine chinoise, ce qu'on appelle le champ de cinabre, on dit que c'est une pierre philosophale qui permet justement de cultiver la santé. Souvent dans la Chine antique, on faisait des potions externes à base de sulfure de mercure, donc du cinabre, mais les gens s'empoisonnaient en pensant qu'ils allaient vivre vieux. Donc les taoïstes se sont dit, mais comment cultiver cet élixir de vie? Et bien en méditation, en amenant ce chi à l'intérieur du hara. D'accord. Voilà. D'accord. On accumule, c'est comme une pile quelque part ou... C'est une batterie. D'accord. Ok. Je sais que tu as un public assez large, tout âge confondu, toute génération confondue, je suppose. Oui, tout à fait. Quelle demande tu retrouves principalement quand les gens demandent un accompagnement de ta part? Ça peut être des douleurs de dos, ça peut être beaucoup de fatigue, des migraines, ça a des problèmes digestifs, ça peut toucher également à un déséquilibre des méridiens où on voit que le corps va se pencher en avant et quand on travaille les méridiens du dos, le corps va se redresser ou vice versa. Donc tu travailles aussi, toi, avec ton regard sur le schéma corporel. La structure énergétique et qui régule la structure physique. Ah, il se passe plein de choses parce que tu as ton ressenti par rapport aux énergies qui sont reçues et émises. Tu as un regard analytique sur le schéma corporel. Il y a aussi la plainte de la personne, oui, tout à fait. la façon, la formulation qu'elle en a, ou l'interprétation qu'elle en a. C'est toute une alchimie, tout ça. Oui, on est obligé de travailler sur un ensemble parce que la personne vient avec une demande, mais l'énergie va travailler des choses en priorité. Parce que des fois, nous, on est juste des outils, des facilitateurs, on va dire. Mais après, le corps va quand même choisir en priorité ce qu'il doit traiter. Donc après, si on arrive à traiter la demande, ce qui est majoritairement le cas, ça se fait. Mais des fois, le corps a sa propre intelligence, donc on le laisse travailler de lui-même. Donc avec l'énergie, tu communiques directement avec le corps. Et ça peut être contradictoire avec ce que la personne demande ou dit. Complètement. Et toi, tu vas aller travailler où c'est naturel d'aller travailler pour débloquer, pour réaligner, réharmoniser et envoyer comme une énergie qui peut permettre au corps de travailler tout seul, quoi. Complètement. Mais le phénomène, ce qu'on peut appeler, c'est un phénomène de résonance. D'accord. C'est-à-dire que je suis comme une batterie qui est pleine, la personne est une batterie déchargée. Je me place à côté de la personne, mes mains sont comme des antennes qui vont se connecter sur les capteurs que sont les points d'acupuncture. Donc après, je vais monter en vibration par certaines techniques. Et le fait qu'un système chargé est à côté d'un système déchargé, les deux vont se réguler. Donc le but, c'est de pousser cette personne à monter en taux vibratoire pour libérer certaines charges émotionnelles, faire circuler certains méridiens pour que les douleurs physiques puissent diminuer, voire partir. Voilà, on agit comme une batterie. Alors, je reviens sur Nieptram parce que c'est un personnage qui m'a beaucoup touché parce que tu avais eu l'occasion quand il te formait d'enregistrer les échanges que vous aviez. Oui. C'était fou. Ce sont des êtres d'exception. Quand une personne comme ça parle, c'est un livre quoi, qui nous parle, un livre de sagesse. Oui. Qu'est-ce qui t'a transmis, qui t'aide toi maintenant aujourd'hui avec la technique et le travail élaboré auquel tu es arrivé toi aujourd'hui? Alors, Nieptran, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas dans le blabla, il aime aller droit au but. Donc, il m'a donné des clés, et notamment les valeurs du taoïsme, parce qu'il était taoïste dès l'âge de 14 ans. Donc, pas dans un taoïsme religieux, mais un taoïsme, on va dire, originel, c'est-à-dire c'est une mystique plus qu'une philosophie.
il nous apprend certaines valeurs à avoir dans le Qigong, notamment l'humilité, la compassion, la frugalité, et savoir accepter les rythmes de la vie également, que rien n'est stable, tout peut changer. Donc il nous apprend à être, un mot très important, c'est équanime, c'est-à-dire qu'on doit, même si on est invité à la table d'un roi, on reste soi-même, même si on est invité à la table d'un pauvre, ben on n'est pas déshonoré, on reste soi-même. Ouais. C'est-à-dire rester imperturbable, gérer ses émotions. Et après, il nous apprend un deuxième mot, c'est l'innéité, c'est être en accord avec soi-même dans son caractère inné. Parce que la vertu, c'est être en accord avec ses paroles et ses actes. Donc la première chose en Qigong et dans le taoïsme aussi, c'est la sincérité. Et ce que l'on doit avant tout, c'est trouver son bonheur dans cette vie. Donc servir les autres, c'est la première des choses. Donc tous ces principes, ces préceptes, ces valeurs positives et lumineuses, elles t'ont vraiment inspiré et elles t'ont permis de rester dans le juste, dans tes recherches et dans ta pratique. Donc autrement dit, dans le Qi, on ne parle pas mais on agit, on envoie l'énergie, on voit ce qui se passe. Et les valeurs-là qu'il peut y avoir, que Nghiệp Tran nous a inculquées, c'est surtout un garde-fou. Parce que dès qu'on fait bouger certaines personnes, l'ego peut croire qu'il a un pouvoir, Oui. et surtout pas. On est juste un outil, donc il faut être à sa place, et on est là pour aider, pas pour faire du spectacle. Oui, parce que c'est une question de confiance, et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est faire basculer la personne de sa tête à son corps. Ne pas être dans ce qu'elle croit. La reconnecter peut-être. Oui, c'est un peu la reconnecter. Qu'elle soit pas dans le système de survie, mais plutôt dans le système de relaxation et de calme, parce que tout organisme peut récupérer dans un état de calme. Donc on lui apprend déjà à respirer, à écouter ses ressentis, parce que le corps lui parle. Et nous, une fois qu'elle s'est ouverte, que son rythme cardiaque s'est abaissé, qu'elle se sent détendue, là on peut agir. Donc on apprend avant tout la relaxation et le calme. D'accord. Donc c'est ça qui te pousse à pratiquer avec autant de rigueur, c'est quoi en fait? C'est tout ça, mais il y a d'autres motivations? Oui, c'est d'abord une quête personnelle, c'est apprendre à se connaître, ne pas mourir dans un corps qu'on n'a jamais exploité, c'est développer tout ce qu'on a caché au fond de nous. C'est comme une plante qui est soumise à un stress, elle va développer des racines très puissantes, alors qu'une plante qui est dans le confort et qu'on met dehors une seule fois, et dès qu'il y a une tempête qui arrive, elle va être déracinée. Donc on apprend à cultiver notre corps, à le rendre de plus en plus souple et de plus en plus fort, à cultiver cette énergie pour ne jamais tomber malade, ou si on tombe malade, pouvoir lutter très fortement, et développer aussi cette empathie, cette compassion, pour s'ouvrir aussi au monde extérieur. Parce que si j'ai peur, je me ferme sur moi-même, et je me coupe de ce qu'il y a de plus important, c'est le relationnel avec les gens. Oui. Voilà. Oui. Donc si je suis bien dans mon monde intérieur, ça va se refléter sur mon monde extérieur, donc on va plutôt attirer les personnes à s'ouvrir. Donc toi, tu aimes prendre soin de ton monde intérieur pour pouvoir prendre soin du monde extérieur. Complètement. Donc tu passes des heures et des heures. Combien de temps tu mets à peu près par jour? 2 heures. 2 heures par jour. 2 heures. Et c'est des postures pas forcément confortables. Non. C'est beaucoup de travail. Hein. Franchement, moi, je suis très impressionné par tout ce que tu es capable de nous offrir. Et je vous conseille d'aller le voir si vous sentez que ça résonne pour vous, si vous avez une problématique ou si vous avez envie d'être formé, parce que Paul fait aussi des formations. Donc si vous êtes intéressé pour plus de précision, on laissera des coordonnées dans les liens et tu pourras répondre aux demandes. D'accord. J'espère que tu seras sollicité. Quel message toi tu aimerais transmettre là, aujourd'hui, aux gens qui nous regardent? Le message que je pourrais transmettre, ça vient plutôt de l'enseignement qu'on m'a donné, c'est de rester naturel. Ne pas croire notre mental, mais d'écouter notre cœur. Parce que notre mental ne peut percevoir qu'une partie de la réalité, alors que notre cœur va aller au-delà. C'est le champ électromagnétique le plus puissant du corps humain. Et souvent, dans toutes les traditions, on dit de suivre notre cœur. Donc on peut voir que maintenant, il y a des neurones dans le cœur, il y a des neurones dans notre ventre. Tout à fait. Mais c'est vrai que la première des choses, c'est s'aimer, avoir confiance en soi, et pour gérer ses émotions, savoir bien respirer. Parce que on vit dans un monde de peur et de stress, du coup on est en train de consumer toute notre énergie vitale. Donc les choses les plus importantes, c'est déjà la confiance en soi, ne pas se juger, savoir bien respirer, manger le plus naturellement possible, et respecter la nature, c'est-à-dire que s'il fait nuit, on va se coucher, on reste pas
très tard et après, sinon on est désorienté, on est déréglé. Et puis observer ce que la nature fait. On pourrait dire, d'après le taoïsme qu'on m'a enseigné, rester le plus proche de la nature et cultiver le calme. Et pour cultiver le calme, il faut surtout gérer ses émotions par la respiration. Apprendre à respirer et méditer notamment. Si on médite, on va apprendre à réguler ce système qui est toujours soumis au stress, ce stress sociétal. Donc le fait de prendre du temps pour soi, ne serait-ce que 10 minutes le matin et 10 minutes le soir, ça peut nous apprendre à nous réguler et à calmer ces émotions qui souvent nous font vivre dans la peur. Donc rester le plus simple possible et méditer. Et sur ce que on a à notre portée, à nous, parce que on peut agir sur plein de choses. Des fois, sur nos émotions, c'est plus compliqué. Disons qu'il faut apprendre à observer ce qui se passe, parce que la colère, la peur, ces émotions-là, il faut les vivre, mais dès qu'elles durent plus de 2 minutes et qu'elles durent des années, en fait, on crée des blocages, et on sait très bien que ces émotions vont déclencher un petit peu d'hormones dans le corps, comme du cortisol. Et il y a la cohérence cardiaque qui permet de réguler son cœur, comme on peut voir, des respirations en 5-5. On expire 5 temps et on inspire 5 temps. Et à force de garder ce rythme pendant 5 minutes, ça va réguler tout notre corps. Car le cœur, en médecine chinoise, c'est l'empereur, c'est lui qui contrôle notre esprit. Donc un cœur calme permet de mieux gérer sa vie. Un cœur agité, c'est une vie un peu plus compliquée. Donc ton message, pour synthétiser, c'est lâchons prise, quoi. Je dirais juste de trouver le calme et la simplicité par la méditation. Toi, tu médites beaucoup par jour, tu passes beaucoup de temps. En dehors de mes pratiques, 1 heure, oui. Donc 1 heure en plus des exercices énergétiques. Complètement. C'est autre chose que les postures pour traiter les personnes. Il faut que se cultiver en énergie, enfin prendre cette énergie, la restituer. Mais la méditation permet de réguler tout le corps et surtout de calmer l'esprit. D'accord. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour conclure ? Le message que je peux donner, par exemple, ça serait de changer toujours les habitudes, de ne pas rester dans une zone de confort, mais toujours de faire quelque chose de nouveau. Par exemple, je me brosse les dents de la main droite, les changer avec la main gauche. Je n'ai pas l'habitude de sortir prendre l'air, et bien je vais sortir prendre l'air. Toujours changer ses habitudes pour créer de nouveaux schémas. Sinon, on reste dans une routine qui devient pathogène. Et donc, le but, c'est d'évoluer. Donc, si on n'est pas soumis à des changements, et bien du coup, on va rester toujours sur des schémas existants qui nous mènent à une routine et après nous amènent à une vie monotone. Voilà, donc être en méta-personne, être autocritique, s'observer soi-même et puis agir pour mettre des alternances, des dynamiques, des adaptations à nous-mêmes tout le temps. Oui, vivre, quoi. Vivre, tout simplement. Ouais, vivre sans avoir cette peur, mais vraiment suivre ses rêves. C'est important. Ouais, ça, tu nous as vraiment montré l'exemple, parce que toi, tu suis vraiment tes rêves et tu les obtiens, et tu obtiens même plus que ce que tu avais pu rêver. Tesla, il disait, il faut penser le monde en termes d'information, de vibration et de fréquence. Donc c'est vrai que quand on change notre fréquence vibratoire, on agit comme un aimant, on attire des choses plus facilement dans sa vie. Par exemple, j'avais rêvé que je travaillais en Suisse il y a à peu près 3 ans, et la Suisse m'a contacté il y a à peu près 6 mois. Il s'est passé des synchronicités, comme on peut dire, assez incroyables, mais ça appartient à tout le monde et il n'y a pas de don. Tout le monde qui travaille cette énergie peut obtenir des choses plus facilement et avoir une vie beaucoup plus facile. Très bien. Je te remercie, Paul. Donc, si vous avez envie de travailler votre énergie, vous avez quelqu'un qui est en capacité de vous aider. Je te remercie vraiment de ton accueil. Merci Sylvain. Et c'était très agréable de te recevoir à Causerie en Aparté. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.